Nicolas a été arrêté chez lui la nuit du 30 avril 2012. Depuis le 30 avril 2012 jusqu'à nos jours, je ne sais pas où il se trouve. On est tous maliens. Si on doit défendre quelqu'un, il faut défendre la personne sur la vérité. Ils disent que Aya a des secrets. Nous ne cherchons que ça. Que Aya dise la vérité. Que la vérité jaillisse comme un volcan. Ça, c'est notre souhait. C'est ce que j'ai à dire. L'occupation du nord du Mali et le coup d'état du capitaine Sanogo ont laissé des plaies non encore cicatrisées. Parlons-en dans 3 Libres Mag avec Geoffroy Var. Bonjour et merci d'être avec nous dans cet espace Droit Libre Mag, ce magazine qui vous est proposé par la web télé Droit Libre TV. Et rappelez qu'ici, on parle des droits humains et de la liberté d'expression en Afrique et on l'aborde à travers reportages et échanges. Thématique choisie pour ce numéro, la crise malienne. Une personne qui a travaillé sur ce dossier, on le dira, qui a beaucoup écrit là-dessus. Un journaliste comme invité, en la personne de Newton Ahmed Barry. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, c'est un plaisir. On le disait tout à l'heure, reportage dans cette émission, vous en aurez 3 comme à l'accoutumée. On va s'intéresser à Tombouctou et à cela avec des femmes qui reviennent sur une période, celle de l'occupation de cette partie du Mali par des islamistes. Cela a duré en gros 10 mois et nous aurons aussi d'autres témoignages, toujours de femmes, de bérets rouges cette fois, qui ont été enlevées sous Sanogo, le capitaine. Et on termine par un appel à la paix lancé par un artiste bien connu, Tikenja Fakoly, et des jeunes qu'on appelle jeunes Soufa. Pour débuter, le premier des reportages, c'est à Tombouctou et c'est maintenant. Les activités ont repris sur le fleuve Niger, à l'entrée de la ville de Tombouctou. La vie reprend son cours normal dans cette ville du nord-ouest du Mali, après 10 mois d'occupation par les groupes islamistes armés. Pendant cette période, aucun droit n'avait droit de citer, encore moins les droits de la femme. Lapidation et flagellation pour celles qui étaient accusées d'adultère, voile intégral obligatoire pour toutes les femmes de la ville. Lorsque les islamistes sont là, on ne fait pas tous ces trucs-là. On parle des grands boubous et des... Comment dirais-je, et des... On ne fait pas les mèches. On ne s'habille pas pour aller à l'école, on ne part pas à l'école comme ça. Nous ne trouvons pas la liberté pour nous, comme on fait maintenant. Lorsque les islamistes sont là, ils nous ont frappés et fait tout l'erreur. C'était horrible. À ce temps-là, on ne fait rien que de s'asseoir dans la maison. On s'assoit dans les maisons, on ne fait rien. On ne fait que s'asseoir seulement, on ne travaille pas, il n'y a rien. On ne part pas à l'école. Même les parents, pour partir au marché ou bien quelque part, ils ne peuvent pas. Maintenant ça va très bien, oui. Parce que lorsqu'ils sont là, on ne sortait pas, on ne pouvait pas s'habiller comme on veut. On reste là à la maison, on ne pouvait pas sortir comme on veut, quoi. On entre dans la maison depuis à 17h ou à 16h, on ne sort pas. Dans les rues de la cité de Sable, les femmes circulent à nouveau librement. Quand les islamistes sont là, non, certains ont assis ici. Non. Il dit que les femmes ne sortent pas. Les femmes assises dans la maison, même pas. Les femmes là, ils ne même pas enlever au marché là. Mais maintenant, ça va. À la coopérative des femmes de Tombouctou, l'espoir d'un lendemain meilleur est de retour et c'est sans attendre que les membres ont repris les activités. La crise, c'est une étape amère parce qu'il ne faut pas aller avec les femmes, tu ne peux pas aller avec les hommes, tu ne peux pas aller à moto. Alors que les activités d'agriculture, on est obligé de travailler avec les hommes parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour travailler la terre, donc c'est les hommes. Labourer, faire les diguettes, les rigoles, ça c'est des travaux qui sont
fait par les hommes. Au-delà de l'ensemble de la population de Tombouctou, ce sont particulièrement les femmes de la ville qui parlent de nouvelle indépendance à travers leurs droits retrouvés. Vraiment, nous sommes très satisfaits de la liberté. Vraiment, nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Alors Newton, c'est vrai qu'on entend ces femmes-là qui parlent de cette période assez difficile où leurs droits, presque dans leur totalité, sont bafoués. On se demande comment, du jour au lendemain, des personnes peuvent prendre une partie aussi importante d'un pays, soi-disant parce que c'est une partie oubliée. Non, je ne pense pas que ce soit une partie oubliée. Non, c'est une conjonction de facteurs. Bon, Mali, malheureusement, en a été victime et il arrive difficilement à se remettre. Mais il faut se remettre dans le contexte. Nous sommes à une période où, au niveau international, il y a quand même, au niveau de la politique française, un certain nombre de visées en rapport avec une politique nouvelle qui est donc instituée par Sarkozy, parce que c'est lui qui était à l'époque le président de la République de France, et puis qui avait donc voulu à un moment deux choses à la fois importantes. La première des choses, c'était quand même qu'il voulait créer une loi anti-immigration pour laquelle malheureusement le Mali n'a pas joué le jeu. Le président Toumani Touré a refusé de jouer le jeu, ça c'est un premier point. Et le deuxième élément aussi, c'est qu'au niveau sous-régional, de mon point de vue, cette situation générée au niveau international avec une France qui prend en grippe un régime politique, et puis au niveau sous-régional, nos affaires internes font également aussi qu'un certain nombre de personnes, des pays phares, n'auraient pas bien vu une transition politique malienne réussie. Malheureusement, combiné à la situation évidemment insécuritaire qui prévalait déjà dans cette partie-là, parce qu'il ne faut pas quand même ignorer que ce n'est pas maintenant que cette partie nord du Mali a finalement échappé à l'autorité de Bamako. Ça fait des dizaines d'années, pour ne pas dire plus. Mais bon, le général arrivait un peu à manager jusqu'à ce que, évidemment, la conjonction des facteurs que je viens de dire là, ont fait que finalement l'affaire lui a échappé. C'est vrai qu'on a vu ce qui s'est passé du côté du nord de ce pays-là. Et puis, pour certains, grosse surprise, à Bamako, un changement majeur. On parle d'un capitaine, Sanogo, qui lui fait un coup d'État. Et sous lui, il y a plusieurs enlèvements, notamment de bérets rouges. Les familles militent, mais ne revoient pas leurs proches. Et cela, nous mettons le doigt à travers un reportage qui nous est proposé d'ailleurs par l'un de nos correspondants du côté du Mali. Le 27 novembre 2013, le général Amadou Aya Sanogo était arrêté dans son quartier général au camp militaire de Kati à Bamako officiellement pour complicité d'enlèvement de personnes. Une arrestation qui ne soulage cependant pas les familles des militaires enlevés sous son règne et dont on est resté sans nouvelles depuis avril 2012. Dɔw k'a ye na ni waabi na ni su in n'an b'aw denw laboli dɔw ye miliyɔn kelen min an teriw bolo a ye n'an b'aw denw laboli o maaw b'an bolo o tɛ nkalon kuma ye n'an tun b'a da an denw bɛ tununi na an bɛɛ tun bɛ sa ka taa nɔ kalama na. Kola a été arrêté chez lui la nuit du 30 avril 2012 et on l'avait montré le lendemain à la télévision malienne. Et il était habillé en tenue civile et non en tenue militaire. Je n'ai jamais reçu aucun appel de Kola, ni aucun signe de vie de Kola. Depuis le 30 avril 2012 jusqu'à nos jours, je ne sais pas où il se trouve. Ali aya fe ne taara ye n taara n den ɲini aya fɛ n'a bɔra a b'a mɛn n ye min fɔ a ye a b'a kɔnɔ an ye ɲɔgɔn ye depuis sɔgɔma 8 heures ne bɛ sigila a da la fo seli fana ko visite tɛ yen a y'a ye n tɛ taa ka protocole rougeau o y'a fɔ a ye ko musokɔrɔba in sigilen bɛ k'a tɛ taga koyi rougeau ye ne accompagner n donna a ye ɲininka n k'a kɛra cogo di ko wa mankan don u taara ne den na wuli sunɔgɔ de la ka taga n'a ye fo bi min don n t'a dɔn denmisɛnninw dun fɛn fɛn minɛra a fɔra k'u e de ko ka n'u minɛ
o kuma sisan ne kɔni nana ni bɛ n den nɔfɛ a ko ma den ka carte b'i bolo wa n ko awɔ n ye n ka portefeuille dayɛlɛ n ye carte d'a ma a ye carte di Rougeau ma Rougeau ye carte photocopie kɛ a y'a ka numéro di yan a ye n ka numéro ta a ko 18h k'a bɛ n wele k'a ta o don fo bi a ma n wele le lendemain n yɛrɛ tun ko n bɛ retourner comme o y'a sɔrɔ ko chauffelen don fa ko ko n ka limaniya fɔlɔ ko k'an sigi ko fo yɔrɔw ka ɲɛma jɔ k'a ta o den de la fo bi ne den bɛ cogo o cogo n t'a dɔn. Chaque jour donc, le désespoir gagne davantage ces familles qui ont fini par créer un collectif après l'élection présidentielle ayant porté au pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta. Pour se faire entendre des nouvelles autorités maliennes, elles ont organisé une marche dans les artères de Bamako et espèrent désormais qu'avec l'arrestation du général Sanogo et la découverte du charnier au camp militaire de Kati, toute la lumière sera faite sur la disparition de leurs proches et époux. On est tous maliens. Si on doit défendre quelqu'un, il faut défendre la personne sur la vérité. Ils disent que Aya a des secrets. Nous ne cherchons que ça. Que Aya dise la vérité. Que la vérité jaillisse comme un volcan. Ça, c'est notre souhait. Donc, encore, que justice soit faite. Mais pas, nous, on ne veut pas, ce n'est pas une vengeance. Mais que justice soit faite. C'est ce que j'ai à dire. Des femmes donc qui se lamentent, qui attendent que suite soit donnée à leurs complaintes, à leurs pleurs, parce qu'elles attendent que ces personnes-là reviennent. Mais c'est dans un contexte qu'on ne comprend pas forcément. Un peu avant, il y a Sanogo qui vient faire ce coup d'État, alors qu'on a un président qui est en fin de mandat et qui dit d'ailleurs qu'il s'en va. Est-ce que ça se comprend un peu ce coup d'État? Est-ce qu'il a été utile? Non, utile, ça c'est sûr qu'il ne l'était pas. Et les faits par la suite l'ont démontré. Et nous avions écrit d'ailleurs dans un article que nous avions publié dans l'événement, je crois quelques jours après le coup d'État, que Sanogo allait être la plus grosse catastrophe du Mali. Sanogo allait être le malheur du Mali. Et ça n'a pas raté. Sauf que, comme je vous disais tantôt, la conjonction de facteurs, en fait, je pense qu'il n'y a pas eu au tout départ une initiative de coup d'État. Il y a eu une mutinerie. Parce que, évidemment, l'armée malienne a été sauvagement massacrée dans le nord du Mali. Et bon, un certain nombre de soldats à Bamako ont trouvé que, bon, évidemment aussi, ça peut être lié à la peur d'aller sur le front, hein, ont trouvé que finalement, ils avaient été humiliés et que le président ne faisait rien. Et on est parti donc d'une mutinerie. Et comme je vous ai dit, les facteurs explicatifs que j'ai donnés avant, il faut toujours les avoir à l'esprit. Ceux-là se sont greffés. Et à mon avis, si vous vous rappelez encore de la période, les Sanogo ont été reçus dans un premier temps par l'ambassadeur de France à Bamako. Et donc l'engrenage s'est mis ainsi de suite sur pied. Et donc on peut dire que finalement, les gens ont créé un monstre qui leur a échappé. Ils ont voulu probablement châtier un régime. Et malheureusement, les choses se sont précipitées parce que non seulement le régime qui n'était pas déjà suffisamment fort, hein, peut-être qu'il y a ça aussi qu'il faut dire, mais quel est le régime africain aujourd'hui qui est fort? Vous dites ils ont voulu châtier, c'est qui? Mais je parle de Toumani Touré. J'ai expliqué tantôt que Toumani Touré, Sarkozy en voulait mortellement à Toumani Touré d'avoir contrarié ses plans contre l'immigration. Puisque Bamako a refusé de signer ce qu'on pourrait appeler les actes de rapatriement. Vous savez qu'avant de rapatrier quelqu'un sans papier, il faut passer par son ambassade, il faut que l'ambassade donne un papier. Le Mali a refusé de jouer dans ce jeu. Et donc, or, vous savez que la plupart, bon, enfin, c'est pas quand même, les ressortissants maliens en France sont les plus nombreux. C'est le contingent en Afrique de l'Ouest, l'un des contingents les plus importants, après le Sénégal, je crois, après la Guinée aussi. Donc, et vous connaissez comment il est, c'est un personnage un peu vindicatif, Sarkozy, un peu Don Quichotte, à la limite un peu napoléen raté, voilà, qui ne pensait pas qu'un Africain peut lui tenir tête. Et à mon avis, il ne faut pas voir les choses plus loin que ça. Et j'ai dit, il faut ajouter à ça la situation sous-régionale, parce que Toumani Touré, en répétant inlassablement qu'il ne va pas se représenter, qu'il va permettre une transition, mettait mal à l'aise un certain nombre de personnes. Suivez mon regard. D'accord. Et c'est dans ce contexte-là que des jeunes
décide de lancer un appel à la paix. Parmi ces jeunes-là, il y a quelqu'un qu'on connaît assez bien pour être artiste reggae très connu hors des frontières maliennes. Et il s'agit de Tiken Jah Fakoly. Avec lui, des jeunes, les jeunes Soufa. Nous allons donc dans ces rues de Bamako. Le reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly est connu pour son engagement. Installé au Mali depuis 2002, il donne son point de vue sur la crise qui traverse ce pays. Le coup d'État au Mali, c'est le coup d'État le plus insensé du siècle. Moi, je le dis sans avoir peur. C'est le coup d'État qui n'a pas de sens. On dit les raisons, c'est que l'armée n'était pas bien ravitaillée. Bon. La réalité, c'est que avant qu'il ait le coup d'État, ATT avait quand même réussi à maintenir les villes comme Kidal, comme Gao, etc. Bon, donc le coup d'État n'avait pas lieu d'être. Peut-être les militaires auraient pu manifester leur mécontentement à travers une mutinerie. Et puis bon, voilà, être solidaire entre eux et puis demander à ce que effectivement l'armée soit équipée. Ouais. T'es à l'école là, allez-y à l'école. Ouais, t'es à l'école là, vous êtes démissionnaire. Est-ce que vous n'avez même pas l'âge de travailler? Il faut que vous allez à l'école. Et pour que les autorités, les nouvelles autorités maliennes aient du poids lors des négociations, il faut qu'ils aient leur peuple derrière eux. Et c'est cette chance-là que le président ATT n'a pas eu. Voilà, les jeunes qu'on va aller voir tout à l'heure, ils font bien d'agir comme ça, quoi. C'est bien de jouer leur rôle. Le jour où nous avions appris avec la prise des villes de Kidal, Gao et Tombouctou, chaque jeune avait le cœur meurtri, chaque Malienne avait le cœur meurtri. La douleur aidant, certains se sont laissés emporter, sont tombés dans les larmes. D'autres ont cédé. D'autres ont estimé que c'était fini, on n'a plus d'armée, on n'a plus d'État, rien ne peut se faire. Mais nous nous sommes dit qu'en ces moments de grande douleur, la jeunesse particulièrement n'a pas le droit de désespérer. Notre action s'inscrit essentiellement dans un cadre humanitaire. Nous n'avons pas de prise de position partisane à faire. Et si nous partons aujourd'hui, c'est que nous espérons qu'avec l'implication de la société civile et avec la compréhension de ceux qui sont aujourd'hui détenteurs du pouvoir dans cette partie, partagent avec nous ces valeurs-là. صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا ربي ألك تانو نيما ألك سيغنو نيما. Effectivement, si on nous avait écouté, je ne suis pas le seul, mais je pense que si on avait écouté les reggaemans, beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent mal en Afrique, ce serait passé autrement. Parce qu'on n'est pas des envoyés de Dieu, mais on reçoit des messages qu'on transmet. Donc malheureusement, on n'est pas écouté, malheureusement. Des appels à la paix qui se sont multipliés du côté du Mali. Et pour finir, on a des élections qui portent à la tête de ce pays-là, Ibrahim Boubacar Keïta. Et lors de cette investiture, l'homme prend des engagements. Un an après, quel regard vous jetez sur ce qui a été fait? Bon, enfin, on peut être sévère, mais enfin, et ça beaucoup le sont déjà, c'est-à-dire l'opposition malienne est suffisamment sévère, la communauté internationale juge déjà assez sévèrement le président Ibeka. Moi, je pense qu'il a hérité quand même d'une situation extrêmement difficile. Quoi qu'on dise, le Mali est sous tutelle. Parce que l'armée malienne n'existe pas. Vous n'avez pas un gouvernement non plus, c'est-à-dire, du point de vue formel, il y a eu une élection, il y a un président qui a été élu, il y a un parlement qui existe. Mais aujourd'hui, le Mali est gouverné depuis Paris et Washington.
Donc, quoi qu'on dise, bon, enfin, on peut lui faire les critiques que l'on veut. C'est vrai que peut-être que lui aussi, parfois, son tort, c'est de croire qu'il est vraiment souverain, de ne pas tenir compte de la situation. Et puis, quelques erreurs se sont ajoutées là-dedans, c'est-à-dire la question malheureuse de l'implication familiale, etc., etc. Mais bon, ça, c'est, à mon avis, c'est parce qu'il est dans un contexte où il n'a pas tous les leviers aussi qui font que ces petites erreurs-là deviennent à la limite un peu des monstruosités. Donc je pense que ce n'est qu'une année et je pense que probablement les critiques qu'on lui a faites devront permettre probablement du point de vue de ces erreurs qui ont été commises à la première année d'être corrigées. Mais le fond reste que la question fondamentale, comment le Mali peut retrouver sa souveraineté. Vous parlez de souveraineté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été tentées, notamment militaires. On a vu les rivers de Kidal. Ça sonne la fin de toute tentative de résolution militaire de ce qu'on a comme crise là-bas. Est-ce que ça sonne? Ça complique plutôt la résolution de la crise parce que ça multiplie les rancœurs. Vous pouvez être sûr que le gouvernement de Bamako ne va pas rester sur cet échec-là. Ça, au moins, c'est sûr. Et à mon avis, ils ont subi une déculottée pour n'avoir pas été assez, de mon point de vue, assez perspicace et assez réfléchi. Et probablement aussi pour avoir peut-être surestimé la possibilité de la communauté internationale d'être à leur côté. Et ça, c'est une question, à mon avis, sur laquelle ils vont forcément réfléchir. Et vous pouvez être sûr que ça m'étonnerait qu'on en reste là. Connaissant le Mali, connaissant l'esprit malien, je ne pense pas. Vous parlez de la communauté internationale. Aujourd'hui, du côté de l'Algérie, ce sont des négociations qui ont été entreprises. On a d'un côté ces autorités maliennes-là, de l'autre les forces armées qui, sur le terrain, fatiguent forcément ces autorités-là. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait sortir de bon de là-bas? À mon avis, parce que les facteurs qui ont été à la base de la crise malienne n'ont pas totalement disparu. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que Kidal a été considéré comme une sorte de conclave inaccessible au gouvernement malien depuis la reprise. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après avoir repris toutes les villes, l'armée française freine l'armée malienne à l'entrée de Kidal pour lui dire, écoute, ici, vous n'entrez pas. Donc, à partir de cet instant-là, les choses ont commencé à l'engrenage est revenu. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de crier que les djihadistes sont revenus. Effectivement, ils sont revenus. Parce qu'ils se sont recyclés dans les troupes du MNLA, comme ils l'avaient fait en janvier 2012. Parce qu'à la vérité, le MNLA en lui-même n'est pas une foudre de guerre militaire. Les conquêtes qui ont été faites à l'époque, c'est le fait des djihadistes. Et on l'a vu. Le MNLA a été mis en avant pendant 3 mois. Et par la suite, ce sont les djihadistes qui ont repris Tombouctou, qui ont repris donc Gao et qui ont installé à la limite une sorte de califat avant l'heure. En instituant malheureusement, comme on a vu au début du reportage, le reportage qu'on a vu au début de l'émission, une sorte de califat avec un gouvernement de djihad basé sur la charia où les femmes n'ont pas la liberté, où la liberté n'existe pas. C'est ça la question fondamentale. Malheureusement, aujourd'hui, ces éléments-là sont encore en place. Ils n'ont pas été démantelés et je ne vois pas comment les choses peuvent aller. C'est vrai que vous parlez souvent de la France qui est fortement derrière tout ça et impliquée. Et que peuvent les autres pays environnants, je parle des pays africains aujourd'hui? Les pays africains peuvent très peu de choses parce que s'ils le pouvaient, ils auraient intervenu avant la France. N'oubliez pas quand même que depuis mars, après le coup d'État, les pays africains, notamment de la CEDEAO, se sont mis à l'idée de faire intervenir ce qu'ils appellent plutôt la force africaine en attente, la CEDEAO. Ça n'a jamais eu lieu. Et les djihadistes se sont plutôt confortés. Il a fallu qu'en janvier 2013, tout à fait ça, que les djihadistes décident de descendre sur Bamako et que la France, en désespoir de cause, interviennent pour que nous soyons à la situation que nous avons connue aujourd'hui. Donc ça veut dire que les Africains ne peuvent pas, à mon avis. Et d'ailleurs, pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'ils ne parlent pas aussi toujours le même langage. Il faut dire quand même que dans la sous-région, la question des Africains au niveau de la CEDEAO n'est pas unanime autour du MNLA. Il y a un certain nombre de pays qui sont tout à fait parrains du MNLA et qui sont satisfaits de la situation qui prévaut là-bas. Mais lesquels?
ben, réfléchissez, regardez autour de vous. Parlons justement de l'Azawad. On apprend qu'il y a une ambassade du côté des Pays-Bas. Pour vous, ça participe de quoi en termes de logique? Oui, mais ça, c'est pas nouveau parce qu'il y a un certain nombre de pays aussi. Vous savez, la question Touareg est une vieille question. Il y a beaucoup de pays, notamment occidentaux, qui sur ces questions-là sont extrêmement, à la limite, exotériques. Je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui ont considéré la question du MNLA comme une question nationale. Et donc qui mérite, conformément aux chartes des Nations Unies, un traitement spécial, un peu comme l'OLP, la Palestine, machin. Donc il y a ces questions fondamentales-là, comme aussi les Sud-Soudanais. Donc pendant longtemps, cette question, tant que ça reste dans ce domaine-là, à mon avis, il n'y a pas de problème. Mais, sauf qu'aujourd'hui, ça a dépassé cela. Et c'est en train de partir vers une somalisation d'un pays qui est le Mali. Et à ce moment-là, ça devient inacceptable. Inacceptable, vous dites. Tout à l'heure, vous parliez de l'ère Sarkozy, qui a eu des influences majeures. On sait qu'en France, en temps, ça a changé. Il y a une continuité dans la façon de gérer cette crise malienne française? Les Français n'ont jamais réussi, en fait, à mon avis, ils ont un problème, comme je dis. Parce que vous savez que la diplomatie, de toute façon, sur ces questions-là, reste la même. Hein. Sur les pays occidentaux, la diplomatie sur les questions fondamentales n'évolue pas particulièrement en fonction des régimes, mais en fonction des intérêts du pays. Cette question-là demeure peut-être, excusez-moi, traitée sous un autre angle. C'est vrai que les socialistes n'ont pas la même approche, mais la question fondamentale reste aussi le rapport de la France avec le MNLA qui n'a pas toujours été bien réglé. Merci bien, Newton Ahmed Barry, d'avoir accepté de passer sur ce plateau-là. Nous avons proposé plusieurs reportages à nos téléspectateurs via nos chaînes de télé partenaires, mais ces reportages peuvent être consultés sur notre site droitlibre.tv et nous vous proposons comment. Droit Libre TV. Regardez les meilleures vidéos gratuitement sur le net en un seul clic. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, droit au but et libre de ton. Suivez-nous sur www.droitlibre.tv. Encore une fois, merci. Donc 300 vidéos par mois à voir sur ce site-là et on vous conseille donc d'aller les visiter. Et nous allons ici maintenant prendre congé de vous. D'ici le prochain numéro, portez-vous bien.